J'accueille aujourd'hui Aline Duno, qui est responsable qualité, RSE et handicap à Saisy, ainsi que Marion Albarado, qui est chargée de mission diversité et RSE pour animer le webinaire L'accompagnement des élèves avec des maladies invalidantes au sein de Saisy. Je vous précise juste que ce webinaire est enregistré afin d'être en replay sur la chaîne YouTube de Saisy et que vous pourrez poser toutes vos questions via le chat. Et si le temps qui nous est imparti ne permet pas de répondre à toutes les questions, elles seront traitées par mail. Aline et Marion, bonjour, je vous laisse la parole. Et puis nous avons aussi un invité de marque qui est Florian Vénéro, qui est un de nos élèves. Donc il aura la parole au cours de ce webinaire. Bonjour. Alors, Alors, Marion. oui, le webinaire s'inscrit aussi dans la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. C'est tout juste la semaine du 17 au 21. Et donc, on a commencé hier une série de webinaires. Le premier était axé plutôt sur les troubles du neurodéveloppement et plus particulièrement les 10, avec l'intervention aussi d'un étudiant chez nous pour témoigner. Aujourd'hui, on est donc sur les maladies invalidantes et vendredi, vous pouvez suivre un webinaire sur l'accompagnement des élèves avec un trouble de l'autisme où un docteur spécialisé va pouvoir prendre la parole et expliquer ce que c'est. Donc, si vous êtes dans le secteur de la formation, à la fois soit étudiant, soit salarié, soit si vous travaillez en université, cette série de webinaires s'adresse à vous, y compris donc si vous envisagez de venir à Saisy. Le but, c'est de découvrir un handicap invisible tous les jours, de comprendre les besoins des étudiants, notamment en faisant intervenir nos étudiants et en les faisant témoigner, et puis d'identifier les aménagements qui sont pertinents. Si vous voulez retrouver une partie sur l'inclusion et le handicap sur la quinzaine dont Pascal nous a parlé juste avant, mercredi prochain, on parle de l'accueil des étudiants en situation de handicap à Saisy de manière plus générale et peut-être un peu plus administrative aussi. Vous trouverez aussi d'autres webinaires, par exemple sur la qualité, comment s'assurer que son enfant va suivre un cursus de qualité. Il y a toute une série de webinaires sur différents sujets pour les futurs étudiants, entre autres les formations, que sont les formations à Saisy, les Parcoursup, la pédagogie de Saisy ou encore sur les mobilités internationales. Et ça, ce sont vraiment des webinaires à destination des parents. Aline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? C'est parfait. C'est parfait. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Et donc, cette semaine jusqu'à vendredi, vous pouvez participer à un jeu qui s'appelle Handi Poursuite. C'est un jeu qui est mené par la GFIP donc on a la possibilité de le faire en interne via Saisy sur cette semaine, sur cette SEPH 2025. Il vous suffit de flasher le QR code ou de récupérer le lien qui est juste en haut de cette slide pour participer. Il y a une série de plus de 300 questions sur le handicap et aussi sur le handicap à Saisy. Et si vous êtes étudiante, n'oubliez absolument pas de mettre votre arrobase via Saisy, donc votre adresse mail via Saisy, puisque vous avez peut-être la chance de gagner un des 5 chèques cadeaux d'un montant de 50 € qui est financé par Capgemini Engineering, qui est notre partenaire handicap à Saisy. Je vous mettrai le lien dans le chat sitôt que j'aurai terminé mon introduction. Voilà, donc tout le monde peut jouer, mais seuls les élèves peuvent gagner le chèque cadeau. Voilà. Mais tout le monde peut jouer, c'est bien dit. Aujourd'hui, je commence alors, tant que j'y suis, et comme ça après tu garderas la parole, Aline. Écoutez, je suis donc chargée de mission diversité et RSE à Saisy, et donc je travaille avec Aline ici présente. Et moi, je suis responsable qualité, RSE et diversité. Et donc, on a la vision sur toute la démarche handicap, notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui au sein de Saisy. Donc, on va faire un petit focus sur le handicap invisible, puisque là, on est beaucoup là-dedans, dans cette semaine-là, et sur la thématique d'aujourd'hui. On va regarder ensuite ce que ce sont que les maladies invalidantes. On verra du coup ensuite un témoignage de Florian et on verra comment du coup c'est traité au sein de Saisy et les aménagements qui sont possibles. Alors, qu'est-ce que le handicap ? D'abord, pour situer les choses, à minima, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie
Alors, on va pas tout lire, mais il faut surtout que ce soit durable ou définitif, pardon, et que ça caractérise un trouble de santé invalidant. Cette typologie-là permet de dire qu'on a quand même le droit à la solidarité, comme absolument tout le monde, mais surtout le droit à la compensation. Et la compensation pardon, d'un handicap, c'est vraiment répondre à des besoins spécifiques. Et il existe tout un tas de manières de classer les typologies de handicap. Donc, la loi du 11 février 2005, elle classe le physique, sensoriel, mental, cognitif, psychique, polyhandicap, troubles de santé invalidants. La MDPH, elle, qui est donc la Maison départementale des personnes handicapées, elle le classe différemment. Elle y adjoint entre autres les ALD, donc affection longue durée. L'OMS classifie encore différemment. Le but, c'est pas d'avoir une liste et des cases à cocher, mais plutôt de faciliter un diagnostic, un accompagnement, mais donc de mettre en face de besoins des aménagements adaptés. Et donc, on va parler, puisque c'est la série de cette semaine, des handicaps invisibles. Alors, un handicap invisible, c'est un handicap dont les manifestations ne se voient pas au premier regard. Parfois, c'est fluctuant et avec des répercussions qui sont systématiques soit sur la vie familiale, soit scolaire, soit sociale ou professionnelle, soit l'ensemble, soit quelques catégories parmi ceux-là. D'après vous, parmi ces typologies-là, lesquelles peuvent être des handicaps invisibles? Alors, vous pouvez l'écrire dans le chat et je vous laisse une petite dizaine de secondes. Tic-tac, Ah, j'allais dire, normalement, Aline faisait le... tac. Je me rappelle les émissions de RTL il y a 50 ans, quand on n'avait pas encore la télévision. Alors, moi, je dirais dans le moteur, on peut avoir des douleurs dans le dos, des difficultés, des troubles musculo-squelettiques, ça se voit pas. L'autisme, je pense qu'il y en a beaucoup qui se voient pas. La dyslexie, ça se voit pas. Les troubles du neurodéveloppement non plus. L'anxiété, ça se voit pas. La surdité partielle, non plus. Donc en fait, il y en a beaucoup, hein, le daltonisme, ça se voit pas non plus. Et dans les maladies chroniques, ça va pas se voir. Donc finalement, c'est peut-être la majorité. Effectivement, on est à 80% d'handicaps qui sont invisibles et d'autant plus sur la partie maladie. Les maladies chroniques, maladies invalidantes, sont pour la plupart totalement invisibles au premier regard. Alors, de quoi parle-t-on, Aline? Alors, une maladie invalidante, c'est un trouble de la santé qui peut atteindre des organes internes vitaux. Ça peut être une maladie organique, on va le revoir, ça peut être momentané, permanent et souvent évolutif, dans le bon sens ou pas. Et si on cite quelques exemples, on va retrouver par exemple le diabète, la narcolepsie hein, quand on s'endort, l'épilepsie, des maladies inflammatoires, des cancers, des affections cardio-respiratoires, des troubles neurologiques, des douleurs chroniques, on a évoqué le dos, des déficiences sensorielles et puis certains troubles psychiques comme la dépression, l'anxiété. En tout cas, on va le voir, ça va devenir un handicap quand ça va durer plus d'un an, quand les effets vont durer plus d'un an. Alors si on commence à classer, en fait, la loi de 2005 parle de type de déficience plutôt que de maladie. Ça va être des déficiences moteurs, sensorielles, ça peut toucher la vue, l'audition, intellectuelle, psychique, cognitif. Notamment, ça peut infecter les troubles des apprentissages organiques, donc maladies chroniques somatiques. Et une même personne, deux mêmes personnes avec la même maladie peut avoir des niveaux d'incapacité totalement différents. Et le handicap, il va dépendre du retentissement du diagnostic, donc des effets que la maladie a, on va le voir, ou les médicaments qui peuvent avoir ces effets. C'est pas la maladie en elle-même. Donc si on prend un cancer, en fait, quand vous êtes au moment où vous allez avoir des rayons ou autres, bah, du coup, vous n'allez pas pouvoir travailler. Donc là, vous allez avoir une forte incapacité. Et puis après, il va peut-être y avoir des médicaments qui vont avoir un effet. Et puis après, vous allez être en rémission. Donc finalement, il y aura plus de soucis, donc plus de handicap.
Et donc, il y a deux reconnaissances qui sont administratives et qui sont, elles, complémentaires. Il y a la partie assurance maladie et la partie MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées. Pourquoi on fait un focus? Simplement parce que des fois, ce ne sont pas tout à fait les mêmes mots de vocabulaire. On va beaucoup parler d'affection longue durée côté assurance maladie, hein. C'est un moyen de catégoriser pour les droits. Et sur la partie MDPH, on va surtout utiliser la partie retentissement dans la vie perso, pro, dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment, on va prendre la définition légale du handicap côté MDPH. Et donc c'est essentiellement sur celle-là que nous, on va s'appuyer parce que les catégories sont beaucoup plus larges et beaucoup plus vastes et on peut y classer au fur et à mesure les différentes maladies et donc les différentes typologies de retentissement que l'on recense, nous, de notre côté. Alors juste Et pour revenir une seconde, c'est que souvent, du coup, il y a des élèves qui ont qui sont en ALD, qui ont du coup un impact et du coup, ça rentre dans le champ du handicap, mais qui n'en ont pas conscience. Et donc, souvent, quand il y a des maladies, ils ne pensent pas en fait à aller voir le référent handicap pour faire reconnaître et pourtant, ils ont bien tout plein d'absences et beaucoup de difficultés à suivre les cours. Voilà, donc il y a une vraie confusion souvent et méconnaissance entre la maladie et le handicap. Et puis, c'est pareil, hein, quand par rapport à la maladie, il y a des traitements. On verra après sur l'impact sur les études, mais notamment à la mobilité internationale, ça va causer aussi pas mal de soucis. donc les maladies invalidantes, elles peuvent être très différentes et entraîner des déficiences et des contraintes plus ou moins importantes. Ça peut être momentané, ça peut être permanent ou ça peut être évolutif. Donc Aline l'a très bien expliqué. Et donc l'Organisation mondiale de la santé, elle définit la maladie chronique invalidante comme un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur plusieurs années, donc à partir de 1 an. Voilà. Et donc ça peut être un handicap temporaire prolongé. Ça peut faire partie de ce type de définition. Et donc, parfois, c'est pas la maladie qui pose problème en elle-même, comme dans le cadre d'utilisation des rayons sur un cancer, par exemple. Parfois, c'est le traitement qui est associé à ces pathologies qui peuvent provoquer des effets secondaires qui peuvent être perturbants pour les étudiants. Donc, beaucoup de fatigue, des troubles de la mémoire. Donc, on va être plutôt sur la cognition, de la concentration, de la dépression, de l'anxiété, des douleurs variées, des troubles digestifs. Et donc, ça peut être soit le traitement en lui-même qui fait ça, soit créer une immunodépression, par exemple, derrière, et engendrer à ce moment-là d'autres effets secondaires. Donc, quand on parle de maladie invalidante, ça prend tout ce package. Et donc, on va faire un focus à présent sur le handicap psychique qui est largement invisibilisé aussi au sein même des maladies invalidantes. Voilà, donc le handicap psychique, c'est la conséquence de diverses maladies. Ça peut être des psychoses, en particulier sur des troubles schizophréniques, ça peut être des troubles bipolaires, des troubles de la personnalité, hein. Personnalité borderline, c'est quelqu'un qui va avoir ses émotions qui vont aller aussi vite qu'une Ferrari dans un sens et dans l'autre. Ça peut être certains troubles névrotiques graves comme les TOC, hein, les troubles obsessionnels compulsifs. Le handicap psychique, c'est une conséquence de la maladie psychique. Ça reste souvent de cause inconnue et souvent multifactorielle. Les capacités cognitives, elles sont préservées, donc elles sont toujours là, mais mais on ne peut plus les mobiliser. Donc c'est cette capacité-là à les mobiliser qui devient déficiente. Donc la symptologie, elle est instable. Souvent, il y a une prise de médicaments associée à des techniques de soins, souvent des psychologues. Et voilà, sachant que les choses peuvent varier, donc ça, on va le voir dans le temps. Donc, le handicap psychique, ça n'affecte pas directement les capacités intellectuelles, mais la mise en œuvre de manière ponctuelle. Et donc, avec cette caractérisation de la variabilité de l'état. Dans les familles de troubles, on va trouver des troubles psychotiques, hein, je leur précise d'une manière différente. Ça peut toucher du coup l'humeur, avec la dépression, la bipolarité, des troubles anxieux, donc anxiété générale, panique, phobie, TOC, stress post-traumatique, troubles de la personnalité, on a évoqué la personnalité borderline et la paranoïa, et puis aussi l'alimentation qu'on n'avait pas cité précédemment, qui peut amener de la boulimie, de l'anorexie mentale. Ce qui est perturbant, c'est que ces troubles-là, ils arrivent généralement pas à la naissance, mais ils arrivent au cours de la vie et particulièrement entre 15 et 25 ans. C'est-à-dire que la majorité de ces troubles se déclenchent dans les troubles psychiques entre 15
et 25 ans quand il y a des forts moments de stress, hein. Il y en a beaucoup qui vont faire des classes prépa et qui vont décompenser après et qui vont du coup développer ces troubles après des forts moments de stress. Et ça va mettre 6 à 7 ans à être diagnostiqué en moyenne. Ça veut dire qu'il y a une vraie errance médicale, la personne ne comprend pas ce qui lui arrive. Le temps que les médecins arrivent à envoyer au bon professionnel et une bonne prise en charge. Donc ça veut dire que c'est la période où on a ces élèves-là. Donc ça veut dire qu'ils vont pas forcément comprendre ce qui se passe, ils n'ont pas de nom, mais ça va pas. Voilà. Donc 75% des affections psychiatriques débutent avant 25 ans et la moitié avant 15. On va trouver du coup des périodes de soins, des moments où ça va mieux et puis des moments de rechute. Donc les limitations d'activité et de capacité, ça va altérer du coup la cognition froide, c'est la capacité à s'organiser dans une activité habituelle, planifier, organiser, anticiper. Des capacités à s'organiser dans une activité inhabituelle, les capacités d'apprentissage, capacité à se concentrer, à fixer son attention, à mémoriser. Deuxième famille d'altération, c'est sur la cognition psychosociale ou la capacité de communication et de compréhension des autres. Donc la capacité d'empathie, hein, savoir se mettre à la place de l'autre, de le comprendre. Les capacités d'empathie émotionnelle, se montrer sensible aux émotions d'autrui, se montrer compréhensif, capable de tact et de respect. Les capacités à identifier les rôles sociaux, la signification des situations sociales. Donc tout ça, en fait, ça peut être altéré. Les altérations de la motivation, donc difficulté à initier une action de base, c'est-à-dire des gestes élémentaires de la vie quotidienne, à anticiper, à entreprendre ou à persévérer, difficulté à gérer le temps, baisse de curiosité, de désir, et puis des altérations des capacités d'auto-évaluation et des capacités à demander de l'aide. Donc on va avoir souvent des personnes qui ont du mal à évaluer leurs capacités, à reconnaître leurs limites et à savoir demander de l'aide, donc en cas de besoin, et à coopérer aux soins. Donc, la situation de handicap va rendre la vie surtout difficile pour le malade, mais aussi pour son entourage. Et c'est pas la maladie psychique qui donne lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité, hein, mais les limites qu'elle suscite dans la vie quotidienne par les retentissements sur la vie sociale ou professionnelle. C'est ce qu'on vient de dire du coup plusieurs fois. Et sur les quelques données chiffrées qu'on peut donner autour de ça, sachant que Aline vous a parlé du handicap psychique, mais globalement, sur beaucoup de maladies invalidantes, les diagnostics peuvent être très très longs et parfois la reconnaissance tarde à arriver. Et donc ça, c'est valable pour l'ensemble des typologies de handicap qu'on a déjà mentionnées. Donc, sur les quelques données chiffrées autour de ça, c'est une personne sur 3 qui sera probablement atteinte au cours de sa vie par une maladie mentale. Donc, c'est pas isolé. Et ce sont 16% des jeunes de 5 à 20 ans qui vivent en logement ordinaire, en opposition aux étudiants qui vivent chez eux et qui suivent toute leur formation, par exemple, à domicile. Qui déclarerait avoir au moins une limitation fonctionnelle importante, qu'elle soit d'ordre sensoriel, motrice, cognitive ou relationnelle. Et donc 10% des jeunes de 5 à 20 ans présenteraient des limitations importantes liées à la mémoire, à la concentration ou à l'organisation. Alors, précision, c'est un chiffre en lien direct avec les situations de handicap, ce qui n'est pas précisé à l'écrit, mais c'est vraiment le cas sur ces 10%-là. Et enfin, 20%. C'est la différence qu'il y a entre les adultes, donc entre les 16 et 59 ans, je crois, la tranche d'âge, qui déclarent une limitation fonctionnelle sévère, donc qui sont en situation de handicap, hein, qui s'auto-déclarent dans cette situation-là, et les 8,1% de personnes qui, elles, sont reconnues. Donc c'est vraiment les 20%, c'est la différence entre les personnes reconnues et celles qui disent qu'elles sont en situation de handicap et notamment de maladie. C'est un moyen de montrer d'appuyer le discours d'Aline sur le fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne pensent pas avoir une maladie et qui pourtant le sont ou qui rentrent probablement dans ces statistiques même sans le savoir. Et donc, on va parler maintenant de la manière de vivre sa maladie et de faire des études supérieures.
Avant de laisser la parole à Florian, voilà quelques impacts qui sont juste une trace aussi de ce que Aline venait de dire précédemment, mais les impacts globaux, ça va être de la fatigue, des douleurs, des traitements avec beaucoup de rendez-vous médicaux, des troubles cognitifs, des troubles sensoriels, des troubles psychiques, mais aussi de la stigmatisation par l'entourage et une charge administrative accrue, sachant que rien qu'une déclaration à la MDPH fait à minima 7 pages, quoi. Sans compter tous les comptes rendus qu'il faut y adjoindre, sauf que ça, il faut le faire fois le nombre de fois où on doit faire des démarches administratives. Donc vous avez quelques exemples de ces impacts de manière un peu plus précise. Ce qu'il faut entendre, c'est que ce package, je suis désolée, j'ai plus de voix. Ce package, il arrive bien, dans le système personnel de l'étudiant, donc avec l'individu. Là, je vous montre actuellement un modèle systémique et dynamique de la réussite étudiante, vu par des chercheurs qui est sorti l'année dernière et qui reprend en fait l'holistique, on va dire, de tout le parcours étudiant. C'est-à-dire qu'on va prendre le système de l'individu, le système environnemental, c'est-à-dire l'école dans notre cas, et derrière, ce qu'on observe des échanges entre les deux. Et donc, si je détaille, d'abord le système personnel, quand on parle de biosociodémographique, on va parler de l'âge de l'étudiant, du genre, du contexte familial, du milieu socio-économique, mais surtout de la santé. On va parler de santé physique, par exemple. Au niveau scolaire, on va parler du parcours antérieur, des résultats au lycée, des méthodes de travail, du rapport que l'étudiant a à l'école. Et sur la partie psychologique, qui nous concerne aussi, on va avoir toute la partie cognitive et conative, c'est toute la partie motivationnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action? Qu'est-ce qui fait que l'étudiant va avoir envie de passer à l'action? Et donc ça touche tout ce qui est attention, la mémoire, les compétences intellectuelles, la motivation, la gestion du stress, la confiance et la persévérance. Et donc tout ça, ce sont des variables externes à l'université, en tout cas à l'école, d'accord, mais qui influencent fortement la suite, qui influence fortement le parcours de l'étudiant. Donc, la partie santé, la partie maladie, elle arrive dans ce package-là, d'accord? Derrière, on a le système environnemental, donc c'est tout ce que l'étudiant rencontre à l'école, dans sa composante académique ou sociale. L'académique, ça va être la structure de l'école, l'organisation des cours, la pédagogie utilisée, mais aussi la qualité des programmes ou les dispositifs d'accompagnement, quand la composante sociale, elle, sera vraiment liée aux relations à l'autre, notamment avec les camarades, les intervenants, les différents services, s'il y a du tutorat avec des pilotes de formation, par exemple. Sur la partie santé, ça peut être en lien avec la vie de campus ou encore avec la partie handicap, avec le référent handicap, vie étudiante, tout ça. Et donc, si on observe le résultat de ces deux dimensions, on va observer des gains d'une part ou des finalités plutôt négatives d'autre part. C'est-à-dire que soit on obtient des notes, une réussite, des unités avec une progression, une acquisition des compétences, soit de l'autre, on peut avoir des redoublements, des abandons. Voilà. Donc, c'est l'équilibre entre les deux et c'est comment se nourrissent les deux qui va impacter de manière globale le parcours étudiant. Et donc, ce sont les résultats visibles de l'interaction entre le système personnel et le système environnemental. Ces obstacles rétroagissent ensuite sur la suite du parcours comme une boucle dynamique. Et donc, ce modèle, il met juste en évidence que la réussite ou l'échec d'un étudiant ne dépend jamais d'un seul facteur, mais d'une interaction permanente, donc de quelque chose qui est beaucoup plus systémique entre donc ce que l'étudiant apporte avec lui, ce que l'environnement universitaire lui offre, mais aussi ce qu'on observe sur son parcours. Et quand on a un étudiant qui est en situation de handicap, et particulièrement qui a une maladie invalidante, donc qui va avoir des contraintes liées à son emploi du temps ou à son propre corps ou alors à un traitement, eh bien cette part-là va prendre de la place. Il va falloir aussi que le système environnemental, donc l'école, réponde à ses besoins. La maladie invalidante, donc, elle influence le système personnel, fatigue, douleur, concentration, mais aussi l'environnement académique, par exemple les besoins en aménagement, l'accessibilité, la relation aux autres. Il faut parfois sensibiliser la promotion
et donc le reste de l'entourage de l'étudiant, pour qu'il y ait une acceptation, une compréhension de pourquoi lui, il a le droit de sortir de cours et pas moi, par exemple. Pourquoi lui, il a le droit d'arriver en retard et pas moi. Et donc, tout ce système représente ce qu'on observe de la réussite des étudiants. Le but de CESI, c'est de faire réussir nos étudiants, donc de donner un contexte favorable à cette réussite, ce qu'on appelle aussi l'égalité des chances. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour illustrer l'équilibre et pour dire que la maladie doit être prise au sérieux, y compris dans le parcours étudiant du côté école. Et donc maintenant, je vais tout simplement donner la parole à Florian qui va venir témoigner sur sa situation de handicap. Florian, du coup, merci d'avoir accepté Oui. d'échanger avec nous et de parler de ta situation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur tes besoins? Comment ça s'est déclaré chez toi? Alors, il faut savoir que, enfin, moi, j'ai une maladie chronique, donc qui s'est déclarée à peu près il y a 4 ans, à l'âge de mes 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. Donc, en fait, ça s'est déclaré à peu près au milieu du lycée, fin première, en terminale. Et donc, évidemment, c'est une période assez spécifique parce que on apprend à se redécouvrir, découvrir une nouvelle vie, entre guillemets. Donc, on réapprend un petit peu son quotidien, donc tout change. Mais aussi à l'école, parce que évidemment, puisque le quotidien change, l'école en fait partie et ça a une grande part dans la vie d'un petit peu d'un adolescent. Et donc, comme vous le disiez, il y a des aménagements qui sont un petit peu obligatoires parce que pour une réussite, parce que sinon on s'en sort pas. Après, moi, au lycée, qu'est-ce qui a changé? Je dirais que, en fait, il y avait plus ou moins des absences, le temps de la recherche du traitement, en fait, parce que ça met un temps. Comme vous le disiez, il y a toute la part de diagnostic qui est pas toujours évidente à trouver, et puis même ça prend du temps. Donc, il y a eu toute cette longue période qui a entraîné pas mal d'absences, euh, pas mal de difficultés, que ce soit pour moi déjà parce que en fait en classe j'avais moins de présence, mais aussi auprès des cours, parce que évidemment si on n'est pas présent en fait on peut pas apprendre convenablement et acquérir toutes les compétences nécessaires. Donc voilà, il y avait cette partie, mais après il y a eu les aménagements qui m'ont beaucoup aidé puisque en fait il y a eu des cours qui ont pu être envoyés, les professeurs qui étaient compréhensifs, plus à la disposition et aux besoins nécessaires en fonction du handicap. Après, j'ai eu la transition, c'est-à-dire du lycée au CESI, donc toute l'étape Parcoursup qui peut être déjà stressante pour un élève entre guillemets lambda, mais il y a pas mal de choses à prendre en compte en plus quand on a une situation de handicap. Ce que j'ai fait pour ma part, ça a évidemment influencé dans toute la réflexion. C'est-à-dire que, en fait, là, je suis en cycle préparatoire intégré de quoi saisie en deuxième année. Mais évidemment, j'hésitais entre est-ce que c'était possible de faire une classe prépa normale, c'est-à-dire sans l'aspect intégré, mais je m'étais dit que l'intégrer peut-être serait plus retirer une part de stress qui serait évidemment très intéressante et utile pour moi. Et puis il y a un autre aspect, évidemment l'aspect handicap, c'est-à-dire tout l'accompagnement qui peut être mis en place, que ce soit par l'école euh, ou même par l'école. Et en fait, ce qui est bien en saisie, c'est qu'il y a toute une équipe, que ce soit sur chacun des campus, chacun en fait, chacun des campus a une petite équipe qui est là justement pour les étudiants qui ont des besoins un peu spécifiques. Et puis plus largement, Madame Duno et puis Marion qui sont là au niveau national, qui coordonnent un peu toutes les équipes. Pour parler de ma situation, justement, de mon intégration au niveau du CESI avec ma situation, c'est-à-dire qu'en fait,
Moi, comme je disais, j'ai une maladie chronique, c'est-à-dire que ça va être en fonction de crises qui vont être par définition imprévisibles. Et donc, je vais être amené à avoir des absences ou à avoir plus ou moins des retards selon la situation. Et le souci étant que ça peut créer certaines incompréhensions, évidemment, parce que on sait que l'assiduité, c'est quelque chose d'important. Même l'image aujourd'hui passe avant tout. Et puis même, c'est normal parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, et bien, finalement, on va se référer à ça. Et donc, c'est pour ça que c'est justement très important bah, de parler, de communiquer à ce sujet. Et puis, ce qui est bien, c'est dit justement, comme on a pas mal d'encadrants, même de référents handicap qui sont là pour aider tout ça, et ben, c'est sûr que ça, c'est indispensable et que moi, ça m'a bien aidé personnellement à ce sujet. Et qu'aujourd'hui, par exemple, là, en deuxième année, ça se passe très bien. J'ai un suivi assez individualisé, j'ai de la chance pour ça. Et donc, tout est à ma disposition pour que je réussisse. Et si je sais que si j'ai besoin, je peux contacter n'importe qui et je recevrai de l'aide assez facilement. Et très concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour toi à Cézy? En fait, il y a eu tout un avec le médecin évidemment, parce que ça se fait pas sans un avis médical, mais un parcours individualisé. C'est-à-dire que, en fait, bon, sur ma première année, en fait, j'ai bénéficié d'un étalement de scolarité. C'est-à-dire que, en fait, comme la première année a été un peu compliquée, on va dire, en fait, j'ai pu avoir un aménagement qui a fait que, en fait, j'ai eu des blocs qui ont déjà été validés et l'année a été lissée sur 2 ans, justement pour me permettre de mieux gérer mon temps de travail. Parce qu'en fait, justement, ce qu'on dit pas assez, c'est que quand on a des situations de handicap comme la mienne, par exemple, eh bien, en fait, on va pas réfléchir de la même manière qu'une personne, entre guillemets, «lambda». C'est-à-dire que le quotidien, il va être rythmé par un rythme, par une sorte de en fait, ça va être j'aime bien faire la comparaison un peu à un sportif, c'est-à-dire que, en fait, il y a des périodes de préparation, des périodes de travail et des périodes où justement il y a les temps de crise il faut les gérer. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que quand je vais bien, je sais que je vais travailler très intensément, pour avancer le maximum possible, pour justement anticiper au cas où il y aurait un souci. Et donc, c'est par rapport à ça. Et justement, pour revenir sur heu, les, les aménagements qui sont mis en place, au CESI, on a aussi un élément important qui est la sensibilisation de la promotion pour justement qu'ils comprennent mieux et justement pas d'incompréhension pas de forme de jalousie, mais de juste incompréhension, en fait. Et donc, pour ça, il y a, des ateliers qui sont mis en place, notamment, je pense à Béatrice qui est une référente handicap, justement qui a fait une, petite sensibilisation, auprès de la promo. Et je pense que c'est ce genre d'atelier finalement qui permet de mieux comprendre et de mieux intégrer ces personnes qui sont, pas normales parce qu'elles ont une petite différence, mais je dirais que en tout cas ça permet de mieux intégrer ces gens et de pas justement les pointer du doigt, ou de leur faire se sentir mal à l'aise alors qu'il y a aucune raison finalement. Mmh. Sachant que ces ateliers, du coup, sont mis en place qu'avec, votre accord, hein, puisque du coup, on le Oui, fait c'est que ça. si, il y Mmh, a une autorisation de communication de la situation, sinon effectivement, on ne fait pas. mmh, Et c'est quelque chose que voilà. tu conseillerais aussi aux autres étudiants, dans des situations similaires de communiquer sur leur situation de handicap pour bénéficier de sensibilisation, de promotion ou ce genre de choses? Hem, ou pas? Ma question n'était pas très claire, je suis désolée. Mais est-ce que c'est quelque chose que Non, tu pas de souci. Oui, recommanderais? bah, évidemment, je pense que, de manière générale, même, la communication dans toute situation, c'est un petit peu un point clé. Parce que déjà, ça permet quand on a des formes de différence ou en tout cas d'aménagement, ça permet de ne pas être perçu, enfin de pas être d'être compris tout simplement. Et donc, le fait d'en discuter déjà, ça permet de lever tous les doutes, de pas laisser place à «l'imagination» entre guillemets et simplement un peu, de rétablir le le vrai souci quoi, s'il y en a un, même s'il y en a pas réellement.
Et donc, en fait, ça permet de juste lever les doutes, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que Pas de tu souci. aimerais rajouter ou partager spontanément ou tu penses Hum, avoir partagé tout ce que tu voulais? non, je dirais, enfin, si je peux ajouter un dernier petit élément, je dirais que, bah, en fait, on a parlé tout à l'heure des personnes qui pouvaient justement avoir enfin, qui pouvaient être en situation de handicap, mais qui ne souhaitaient pas réellement en parler par peur ou par, je sais pas, peut-être victimisation ou autre. Mais en fait, je dirais que c'est très loin d'être le cas. En fait, c'est justement, bah, je dirais que c'est pas norm enfin, pour moi, je trouve que c'est justement normal d'en parler dans le sens où, bah, ça permet juste c'est d'être un petit peu d'être équitable finalement par rapport aux autres et justement, c'est pas un avantage ou quoi que ce soit, ça permet juste de mieux être compris, je dirais et de faciliter d'une part sa propre situation, mais faciliter aussi la situation des personnes avec qui, on est au quotidien, c'est-à-dire les personnes avec qui on travaille, les enseignants, parce que eux mêmes aussi des fois, si justement on n'explique pas, ils ne vont pas comprendre par eux-mêmes. C'est pas Ils sont pas «dans nos têtes» entre guillemets. Donc en fait, le fait de juste en discuter et de le dire, ça permet aussi de dire: «Ah bah tiens en fait», d'expliquer beaucoup de choses parce qu'en fait, il y a Mmh. des situations qui sont incompréhensibles. Merci beaucoup pour ton Donc voilà, partage. Merci. Merci ceci. et peut-être je rajoute aussi que parfois il y a certaines situations qui sont, d'autant plus délicates à déclarer d'un point de vue de certains étudiants, notamment lorsqu'il y a de la comorbidité ou un pluri-handicap. Donc il y a plusieurs handicaps qui je dirais, nourrissent l'un l'autre voilà. Et donc, bah, des fois, on n'ose pas dire que derrière, il y a en plus un trouble du neurodéveloppement, pardon, ou à l'inverse, on a un trouble du neurodéveloppement et on n'ose pas dire qu'en plus, il y a une maladie invalidante à côté. Et voilà, ça vient parfois alimenter le questionnement des étudiants. Il faut juste absolument pas hésiter à parler de tout à vos référents handicap si vous en sentez le besoin. Donc maintenant, et pour terminer ce webinaire, on va parler de l'accueil des maladies invalidantes. Alors, comment ça se passe? On a un cadre juridique quand même avec la loi de 2005 qui dit que les établissements d'enseignement supérieur doivent accueillir les étudiants handicapés comme les autres et mettre en place les aménagements nécessaires pour leurs études, que ce soit en matière d'accessibilité, donc dès le démarrage des formations, la conception, mais aussi dans la partie compensation, c'est-à-dire si c'est pas très accessible, bah, alors on compense pour aider les étudiants. Et donc ça a été précisé derrière par différents décrets et circulaires qui rendent certaines obligations, notamment sur la partie maladie. Ce qu'on peut faire, c'est des aménagements pédagogiques, comme la mise à disposition de diapositives et polycopiés avant ou pendant le cours, comme le disait Florian. On peut mettre en place des aménagements sur les évaluations, sur les examens, par exemple en donnant du temps supplémentaire ou alors du temps compensatoire dans la limite du tiers-temps, ce qui permet aux étudiants de se sentir peut-être plus à l'aise s'ils se disent bah, si j'ai une crise ou si je dois sortir, bah, je peux. Et quand je reviens, bah, on relance le chrono, c'est OK. On peut mettre aussi à disposition une salle séparée si c'est possible, avec des lieux calmes pour essayer de réduire l'anxiété, les distractions, pour favoriser tout simplement toute la partie cognitive et concentration. Parce que lorsqu'on a mal, ben, on pense différemment ou on pense séparé. Et donc, il faut mobiliser son cerveau. Ça demande plus de temps et c'est plus fatigant. On peut mettre en place des aménagements matériels et techniques. Alors, il arrive souvent que les étudiants ramènent leur propre matériel, mais il est possible pour CESI de mettre à disposition du matériel. Ça peut être du matériel ergonomique comme un siège adapté, des supports réglables, ce genre de choses. Ça peut être aussi une partie logicielle si les étudiants utilisent leur ordinateur ou des ordinateurs dédiés pour certains examens spécifiques. Je pense notamment à la partie anglais. Et puis, ça peut être aussi les boucles audio, donc par exemple pour une amplification comme des micros Roger, qui sont des micros cravates que l'on met sur l'intervenant et qui permet tout simplement à l'étudiant qui est en déficience auditive d'entendre très clairement la personne qui parle.
Et puis, on a aussi des aménagements organisationnels. Donc, ça peut être dans le suivi pédagogique, dans la flexibilité d'assiduité dont va vous parler Aline juste après. Ça peut être des rattrapages individualisés, un calendrier aménagé. Donc ça, Florian en a un petit peu parlé, ce fameux étalement de scolarité. Ça peut être aussi sur des modalités hybrides. On peut autoriser ponctuellement du distanciel. Par exemple, sur le cas de crise où on arriverait à se concentrer malgré tout sur une visio. Ça peut se faire en accord avec le pilote de formation. On peut étager certains travaux de groupe. Donc là, avec un accompagnement vraiment sur l'organisation et sur les différents rendus, les deadlines des rendus. Et enfin, on peut parler d'étalement de scolarité. Tout ça, ça va être demandé dans une demande d'aménagement de parcours qui est faite auprès du référent handicap. Et donc, les aménagements, à l'image des maladies invalidantes et de toute la variabilité qu'on trouve autour, sera forcément réalisé au cas par cas. Et donc, si l'aménagement lui est accordé sur la partie examen, elle sera forcément valable sur la partie études, l'inverse n'étant pas vrai, puisqu'on va voir que le cas de la dispense d'assiduité, par exemple, n'est pas valable pour un examen. Voilà, auquel cas, ça engendre d'autres démarches. Et donc, Aline, je te laisse la parole sur le Oui. focus Juste absence. compléter, souvent il y a des choses qui sont évidentes pour la personne, par exemple quelqu'un qui a un diabète qui doit consulter son niveau d'insuline, ça va être sur le téléphone. Bah oui, mais les téléphones sont interdits pendant les examens. Et donc si on n'est pas au courant et si on n'avertit pas, ça va être compliqué. Donc voilà, pensez aussi à ces éléments-là. Dire aussi que dans le cas des maladies invalidantes, il y a souvent des périodes de crise, donc les aménagements ne vont pas forcément être vrais sur toute la durée de la scolarité, comme on peut l'avoir sur quelqu'un qui est dyslexique, parce que du coup c'est à vie, mais du coup peuvent varier dans le temps pour s'adapter au plus près aux besoins de l'élève. Parfois, on a des demandes de mi-temps thérapeutique. Alors, à Césio, on a beaucoup d'alternants, donc il y a la partie entreprise. Le mi-temps thérapeutique se fait bien en entreprise. Ça va être très, très difficile au sein de Cési d'avoir un mi-temps, puisque du coup, les cours vont s'étaler sur la semaine et on va pas forcément pouvoir dire, là, tu vas faire 50%, puis l'année prochaine, tu vas faire 50%. Donc, par exemple, ce qu'on a mis en place avec Florian, c'est qu'il a fait le maximum pendant l'année. Et puis, du coup, il a géré les crises. Et puis, à la fin de l'année, on a fait le bilan. Et du coup, on a étalé à la suite pour compenser en fait ce qu'il n'avait pas pu suivre la première année. Donc souvent, on va être dans cette étape-là, c'est-à-dire la personne va faire au mieux, mais on a du mal à faire un calendrier à 50%. Donc si le médecin du travail nous y oblige, on va le faire, mais il y a une vraie difficulté. On ne peut pas s'engager sur un résultat positif par rapport au diplôme. La dispense d'assiduité, on va avoir 2 types de choses. C'est-à-dire, il y a une personne qui, du coup, va avoir beaucoup de rendez-vous médicaux. Tout à l'heure, Florian disait que pour trouver le bon traitement, il y avait beaucoup d'absences parce qu'il y avait des rendez-vous médicaux. Normalement, on va le voir encore plus dans le cas de l'apprentissage, il faut des arrêts de travail. Du coup, dans ces cas-là, on va plutôt se baser sur des attestations de, oui, les personnes étaient bien en rendez-vous médical et du coup, ça justifie. Et puis, on a parlé de la crise. Typiquement, quelqu'un qui va avoir la maladie de Crohn, il peut pas sortir de chez lui, il est aux toilettes, il peut pas prendre sa voiture et venir à Césy. Donc c'est là où, par exemple, le cours en distanciel peut potentiellement être possible. Et donc, on va essayer de limiter les absences par soit ces cours à distance, soit du coup ces absences du coup justifiées parce qu'on sait du coup qu'il y a une crise et que il peut pas y avoir un arrêt maladie à chaque fois qu'il y a une journée de crise. Donc dans le cas spécifique des apprentis, l'apprenti, c'est un salarié. Ça veut dire que quand il est absent, il a un arrêt de travail, ce qui n'est pas forcément toujours possible, comme on vient de le dire, dans le cas de crise. Donc du coup, là, on va forcément passer par un médecin du travail qui, du coup, va nous préciser qu'il y a une possibilité d'absence justifiée. Et donc, Césy va être en lien avec l'entreprise pour dire que, du coup, dans la période qui est préconisée par le médecin du travail, le motif, du coup, sera justifié sur le relevé d'absence des élèves. Nous, en tout cas, on a obligation d'informer les employeurs. Donc attention, dans le cas d'un apprenti, nous, on ne pourra rien faire si du coup, c'est pas le médecin du travail, s'il n'y a pas ce lien-là avec l'entreprise. Mais du coup, en termes
pédagogique, quand certains, il y a des règlements des études qui disent plus de 30% d'absence, en fait, c'est un non-diplôme. Là, du coup, le fait qu'on le sache permet de lever cette contrainte-là et notamment d'étaler la scolarité, de ne pas dire à Florian, c'est fini, t'es pas diplômé, tu as été trop absent, au revoir, mais au contraire, non, on sait que c'était par rapport à une maladie, donc on va étaler la scolarité. Donc voilà, dans des cas d'aménagement par rapport aux maladies. Et pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'accompagnement directement sur les campus, il y a au moins un référent handicap campus, un référent handicap par campus. Sur la partie maladie invalidante, il va y avoir un suivi qui est un peu plus important que pour certaines typologies de handicap comme la dyslexie dont Aline a parlé juste avant. Tout simplement parce que vu que c'est évolutif, peut-être que tous les ans, il faut faire un point pour savoir si les besoins n'ont pas évolué. Pour donner un ordre d'idée des étudiants accompagnés, donc ça concerne tout handicap confondu, mais en 2023-2024, CESI a accompagné 626 étudiants en situation de handicap et donc sur l'année 24-25, il y en a eu 782. C'est un chiffre qui est en constante augmentation, mais parce qu'aussi il y a de plus en plus de déclarations et parce que typiquement le fait de réaliser des webinaires ou des sensibilisations ou d'engager des discussions avec les référents handicap campus, ça génère justement un flux d'étudiants qui n'osaient peut-être pas se déclarer avant et qui le font maintenant. Oui. Peut-être aussi, je voulais juste revenir sur un point qu'on n'a pas mentionné et que j'ai mentionné à l'oral, c'est que des élèves qui ont des maladies ne vont pas forcément se déclarer. Par contre, ils ont des traitements. Par rapport à nos formations, il y a de la mobilité internationale. Et là, c'est un gros warning parce que ça veut dire que le traitement, il faut partir avec, donc il faut en avoir suffisamment. C'est pas toujours le cas par rapport à la durée de la mobilité. Il faut que le traitement, il soit pas considéré comme des stupéfiants dans le pays d'accueil, donc interdit. S'il faut se réapprovisionner, ça veut dire qu'il faut aller voir un médecin en local ou faire des allers-retours, donc il y a des surcoûts. Donc tout ça, en fait, ça s'anticipe. Et du coup, à la fois les référents mobilité et handicap vont vous aider pour estimer les surcoûts et demander aussi des bourses. Voilà. Et puis s'il faut aller avec et si c'est un traitement qui garde au froid, du coup, dans l'avion, il y a des déclarations à faire, il y a des ordonnances à traduire, etc. Si je peux me permettre, justement, petite parenthèse sur ça, parce que j'ai eu justement entre février et mars, j'ai fait un échange, enfin un séjour linguistique à Dublin, et justement j'ai pu ramener tous mes traitements, etc. avec les éléments frigorifiés, et je sais que c'est tout à fait possible, et Mais ça justement c'est assez s'anticipe. simple à faire. Mais il faut anticiper, vous avez raison sur ce point. Combien de temps Oui. tu as pris pour anticiper? Je sais pas du tout, c'est pas moi qui ai fait. D'accord. Je saurais pas vous dire, je suis désolé. Non, mais merci pour ton intervention. Donc en tout Oui. cas, toutes les coordonnées du coup des référents handicap vont se trouver sur les pages campus, donc sur notre site internet. Donc là, c'est l'exemple pour le campus de Bordeaux. Donc vous avez un mail qui reste toujours vrai et puis des coordonnées téléphoniques spécifiques pour le nom du contact. Et donc pour en revenir, donc l'idée c'est qu'on soit au courant le plus en amont possible. Donc il faut vraiment inciter à faire des déclarations avant le démarrage de la rentrée pour qu'on puisse nous regarder administrativement et valider de manière. Et puis s'il y a des choses à anticiper, que ce soit prêt pour l'arrivée de l'élève en formation. C'est bien l'élève qui est au cœur du projet, donc c'est lui qui fait la demande. Et puis pour terminer, pour avoir les coordonnées des référents handicap, là on vous laisse la slide. C'est la même base et du coup vous les avez pour tous les campus.